Donc, je propose au prochain orateur, qui est une oratrice, Élodie Bertrand, si elle est là, de venir nous rejoindre. Donc, Élodie est maître de conférence à l'Université Paris-Cité, psychologue, à l'Institut de psychologie. Vous êtes psychologue, c'est ça? Docteur en psychologie. Oui, exactement. Et vous vous intéressez en particulier au processus métacognitif de la conscience de soi. C'est ça. Et si j'ai bien compris aussi, vous allez nous parler d'un travail de recherche sur lequel vous êtes impliqué depuis super longtemps maintenant, puisque déjà développé au Brésil et puis maintenant une implémentation en France, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme ça a été précisé, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, maître de conférence à Paris-Cité, et aujourd'hui je vais vous parler spécifiquement de l'adaptation française de la thérapie par la stimulation cognitive pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Petite introduction, histoire de poser le contexte de tout ça. Donc, comme vous le savez probablement, on a dans le monde actuellement une augmentation importante du nombre de personnes qui sont diagnostiquées avec un trouble neurocognitif, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, qui est l'étiologie principale de ces troubles. On estime que d'ici à 2050, il y aura plus de 130 millions de personnes dans le monde diagnostiquées avec un trouble neurocognitif sévère. Malheureusement, les traitements pharmacologiques sont d'efficacité très limitée, généralement focusant sur les symptômes et non pas sur la pathologie. Et surtout, ces traitements pharmacologiques peuvent avoir des effets collatéraux, des effets secondaires très importants. Dans ce contexte-ci, et on est tous ici pour ça sur ces 2 jours, dans ce contexte-ci, l'intérêt pour les traitements, les interventions non pharmacologiques a augmenté de manière très importante. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, par exemple, le nombre de publications s'intéressant aux interventions non médicamenteuses dans le contexte des pathologies neurodégénératives ont triplé en 10 ans. La publication par an a triplé en 10 ans, presque triplé en 10 ans. Mais malheureusement, malgré cela, quand on regarde un petit peu les détails de cette littérature-là, on se rend compte qu'il y a très peu de validation rigoureuse de ces pratiques. Je vais vous parler moi spécifiquement de la stimulation cognitive. Quand on s'intéresse à cette littérature-là, on voit que les protocoles sont très peu standardisés. On va avoir des protocoles individuels, en groupe, sur 3 mois, 6 mois, quelques séances. Enfin, il y a vraiment une variabilité très très grande et donc un manque de standardisation qui complique un petit peu notre capacité à comprendre l'efficacité et exactement les mécanismes sous-tendant la possible efficacité de ces thérapies cognitives. Mais dans ce contexte-ci, une intervention se détache un petit peu des autres, la Cognitive Stimulation Therapy, qui est une intervention non pharmacologique qui a été développée au Royaume-Uni au début des années 2000. Donc c'est une intervention psychosociale pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs d'une sévérité légère à modérée. Et l'objectif de cette intervention, c'est de stimuler mentalement les participants à partir de techniques psychologiques déjà connues, comme par exemple l'apprentissage implicite ou la stimulation multisensorielle, en incluant ces principes dans des activités structurées en groupe. De manière pratico-pratique, si je puis dire, comment fonctionne cette intervention? Donc, c'était une intervention en groupe, généralement de 5 à 8 personnes par groupe, accompagnées de 2 facilitateurs, les facilitateurs étant des professionnels formés à l'utilisation de ce programme de stimulation cognitive. C'est un programme en 14 séances, 14 séances de 45 minutes chacune, proposées 2 fois par semaine, donc sur 7 semaines. Les sessions sont structurées avec une introduction, une activité principale et une conclusion. L'activité principale, elle, est toujours basée sur un thème qui va changer à chaque séance, par exemple l'association de mots, la catégorisation d'objets, l'enfance, etc. Pourquoi cette intervention
sort un petit peu, sort du lot quand on regarde les interventions proposées en stimulation cognitive dans la littérature, parce que c'est une intervention qui possède une base de preuves très robuste. En effet, elle a été testée dans de très nombreux pays du monde et les différentes études et même méta-analyses qui ont été produites par la suite montrent quoi? Montrent qu'il y a une amélioration significative de l'humeur et de la qualité de vie des patients. Et cette amélioration se maintient jusqu'à 6 mois après la fin de l'intervention. Cette intervention a également un impact sur les processus cognitifs, sur le fonctionnement cognitif, qui est considéré comme étant, qui a été montré comme étant similaire à ce qu'on retrouve avec des traitements pharmacologiques classiques de type galantamine. Et également, des études en économie de la santé ont pu montrer que c'était une intervention rentable. Tout ceci a fait que cette intervention a été adaptée et validée dans de très nombreux pays du monde, comme vous pouvez le voir ici dans ces différentes publications. Elle est actuellement validée dans plus de 40 pays du monde, et notamment le Brésil, comme vous en parlez en introduction, auquel j'ai eu le plaisir de participer dans ce projet-là, mais pas en France. Nous n'avons pas actuellement de programme de stimulation cognitive pour cette population validé dans notre contexte culturel. Donc l'objectif de nos travaux, ça a été donc de proposer une version adaptée de je vais l'appeler CST, pour le contexte français, notamment en essayant de comprendre les possibles barrières à son implémentation dans le contexte français et d'identifier l'adaptabilité culturelle des activités proposées. Donc pour ce faire, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse, une méthodologie qui propose, qui vient guider l'adaptation de psychothérapie. Donc c'est une méthodologie en 5 étapes et actuellement nous avons complété les 3 premières étapes et c'est ce sur quoi je vais développer maintenant. La première phase, c'est une phase où on va générer des connaissances auprès des parties prenantes, des stakeholders. On va, pour ce faire, on a réalisé 2 focus group avec donc des professionnels qui travaillent auprès de notre population cible, c'est-à-dire des patients présentant un trouble neurocognitif majeur. Ces professionnels-là étaient des professionnels qui travaillaient depuis au moins 5 ans avec cette population-là. Et on avait dans ce groupe-là des directeurs d'EHPAD, des aides-soignants, des infirmiers, des psychologues, des animateurs, etc. Donc la CST, le programme original, leur a été présenté. Suite à cela, des entretiens semi-directifs ont été faits pour discuter des barrières, des facilitateurs dans l'implémentation, des différentes activités, de leur adéquation avec notre contexte. Et le discours lors de ces focus group a été analysé à partir de la framework analysis. L'étape suivante, c'est l'intégration de ces informations, l'intégration de toutes ces informations pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir proposer une première version adaptée de la thérapie. Donc avec l'équipe de recherche, nous avons donc synthétisé, intégré ces informations pour proposer une première version. Et donc la phase 3, c'est la révision de cette version culturellement adaptée. À nouveau, nous avons réalisé 2 groupes focaux avec des professionnels qui avaient les mêmes caractéristiques que les professionnels de la première phase, mais des professionnels différents. Donc à nouveau, des professionnels travaillant auprès de personnes atteintes de pathologies neurodégénératives. Et on a fait exactement la même chose, des entretiens semi-dirigés, sauf que cette fois-ci, la présentation qu'ils recevaient au départ, c'était la présentation du programme adapté culturellement à partir des phases antérieures. On leur a également demandé aux personnes dans ces groupes focaux de proposer des alternatives, de proposer des suggestions d'alternatives au matériel, aux stimuli utilisés dans les différentes sessions de l'intervention. Les résultats, donc pour la première phase, les focus groups nous ont permis de mettre en évidence différentes forces et aussi différentes faiblesses de cette intervention pour le contexte français, pour penser son implémentation dans le contexte français. Donc tout d'abord, des forces par rapport à sa structure. Donc le fait que ça soit des sessions structurées, standardisées, mais malgré tout
focalisé sur une approche centrée sur la personne, en pouvant adapter les activités au niveau de difficulté des patients, de leur goût également, a été pointé comme étant une force. Le fait que c'était des sessions courtes à raison de 2 par semaine, donc jugées comme facilement faisables par les personnes interrogées, était également une force. Et finalement, les thèmes et les activités étaient aussi jugés comme agréables, plaisantes pour la population cible. Évidemment, quelques faiblesses ont été notées. Le fait que, alors dans la petite introduction, je vous ai dit, la session, elle est organisée en introduction, activité principale et conclusion. L'introduction, en fait, est basée sur une musique qu'on demande au groupe de choisir au départ et ensuite de chanter à chaque début de session pour donner une identité spécifique au groupe. Ça a été jugé comme un petit peu infantilisant par les personnes interrogées. Le fait d'avoir 2 facilitateurs par session aussi était une faiblesse pour des questions organisationnelles dans les services qui pourraient offrir la thérapie, et finalement certains matériels qui n'étaient pas culturellement adaptés. Par exemple, il y a une session avec les visages. Dans la version originale, il y a par exemple le visage de la reine d'Angleterre, pas forcément la plus appropriée pour notre contexte. La deuxième phase, donc je me disais, c'était l'intégration des informations retirées de cette première phase, et donc nous avons proposé une première version adaptée du programme pour le contexte français. On a fait certaines adaptations, on a suggéré certaines adaptations, comme par exemple l'inclusion de facilitateurs de différentes catégories socio-professionnelles, afin de pouvoir élargir un petit peu le pool de facilitateurs dans les services. L'introduction musicale a été maintenue parce que ça fait partie vraiment des principes de l'intervention, sauf que on a suggéré de ne pas forcément la chanter si les personnes ne se sentaient pas confortables avec ça, et de proposer des options au départ pour faciliter un peu le choix des participants. Et donc, cette adaptation a été proposée, comme je le disais, à un nouveau groupe FOCO. Ces personnes-là ont jugé le programme comme étant valide et approprié pour le contexte français, et on leur a donc demandé de nous suggérer des adaptations pour les stimuli matériels qui étaient jugés comme inadéquates pour notre contexte par les personnes interrogées dans la première phase. J'espère que c'est pas trop petit, mais ici vous avez un tableau qui résume justement les adaptations proposées pour les différentes sessions. Donc je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais par exemple pour la session 3, qui est une session dont la thématique principale est l'enfance, les personnes ont suggéré d'y inclure des jeux, des jouets anciens un peu plus typiques de notre contexte, ou également des bonbons ou d'autres types de spécialités françaises, donc par exemple le calisson d'Aix, les violettes de Toulouse, etc. etc. Ok. Donc on a ici un résumé de ces adaptations possibles pour cette thérapie adaptée au contexte français. Donc, de manière générale, en discussion, les principes de cette intervention et sa structure ont été jugés comme valides et acceptables pour le contexte français, avec simplement des adaptations mineures. Et donc c'est un premier pas vers une dissémination plus large de ce programme de stimulation cognitive auprès de cette population-là pour le contexte français, qui va, je l'espère, contribuer à une standardisation des pratiques et surtout une standardisation basée sur des preuves scientifiques. Quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est faire les 2 autres phases, la phase 4 et la phase 5, donc réaliser une étude pilote qui nous permettra d'affiner un petit peu la version adaptée et de publier le manuel par la suite. D'ensuite, faire un essai contrôlé et randomisé. Donc, je suis toujours à la recherche de structures participantes collaboratives pour pouvoir organiser cet essai contrôlé randomisé. Et finalement, l'implémentation à plus large échelle, et la présentation juste avant moi était extrêmement riche d'informations pour pouvoir faire cette étape d'implémentation à large échelle. Et la société, la NPS, est une ressource fondamentale aussi pour pouvoir faire ce genre de travail. Donc, je vous remercie, les étudiantes qui mettent dans ce projet, mes financements, et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.